Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Formule 1, pour faire le débrief du Grand Prix du Qatar. On fera aussi un petit retour sur le Grand Prix du Japon, parce qu'on n'a pas pu le débriefer. Alors, je l'ai vu, le Grand Prix du Japon. Le problème, c'est que j'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Il y a eu d'autres choses qui se sont passées, notamment Jumbo-Visma, notamment la Coupe du Monde de rugby, et ce qui fait que j'ai pas eu le temps de faire le débrief tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu ce week-end, qui a été en difficulté, ce que vous avez pensé de ce week-end de course. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment cyclisme, F1, rugby. Il va y avoir de la voile, notamment bientôt avec la Transat Jacques Vabre. Où on fera les journées de course comme on avait fait l'année dernière. Et puis il y aura aussi du biathlon pendant l'hiver, vous inquiétez pas, il y aura du contenu sur la chaîne. On commence tout de suite avec ce Grand Prix du Qatar, un week-end où on a encore touché le ridicule. Je crois que là c'est même plus frôlé, c'est touché désormais de la part de la Formule 1 et de Pirelli. C'était une erreur de faire le week-end de course à ce moment-là de l'année. Alors il faut savoir que le circuit du Qatar, le circuit de Losail, a été refait. Donc c'est-à-dire que le circuit de Losail était inaccessible en mars. Ce qui aurait été plus logique, notamment comme pour le Grand Prix de Bahreïn, d'enchaîner Bahreïn-Losail, de faire les Grands Prix au niveau des Émirats aurait été plus logique. Le problème, c'est que Losail, le circuit, n'était pas utilisable car il était en réfection. C'est-à-dire que Losail fait partie des deux circuits les plus vieux avec l'autodrome de Dubaï du côté du Moyen-Orient. Donc c'est déjà des circuits qui ont plus de 20 ans désormais. Et donc la Formule 1 avait décidé de vouloir aller au Qatar pour 10 ans, le contrat est sur 10 ans. Le problème c'est que cette année il fallait y aller au mois d'octobre. Bon, ils auraient pu y aller au mois de décembre, c'était aussi faisable du côté de la Formule 1. Bon, on décide d'y aller en octobre, sauf que on a bien vu les conditions climatiques qui étaient trop compliquées. Il semblerait que ça soit compliqué en fait de faire un Grand Prix de Formule 1 à cette période-là de l'année parce qu'il fait très chaud en fait au Qatar et on a eu quand même des gros problèmes de conditions climatiques avec des températures qui n'étaient pas forcément très élevées au niveau des températures au sol mais qui étaient incroyablement dures dans les cockpits. Et ça a été un Grand Prix difficile aussi parce que le circuit de Losail est un circuit exigeant physiquement en Formule 1 parce qu'on passe les virages toujours au-dessus de 200 km/h contrairement à la moto. C'est un circuit, il y a un gros différentiel de vitesse entre les motos et les F1. Et ce qui fait qu'on passe très vite dans les différentes courbes. Et donc, au niveau du coup, c'est un circuit qui est très exigeant parce qu'on dépasse largement les 4G dans beaucoup de virages. Autre problème ce week-end, ça a été donc la limite de piste. Là, c'est un problème de la part de la FIA qui n'a pas compris que les détecteurs de limite de piste avaient du mal avec les pneus Pirelli. Alors, ce qui fait qu'on s'est retrouvé vendredi, samedi avec énormément de pilotes qui se retrouvaient, enfin surtout vendredi, énormément de pilotes qui avaient des temps annulés. Alors que pourtant les pneus rentraient dans les zones du circuit. Je pense aussi que les limites de piste sont pas les bonnes sur un circuit comme Losail. Il faut que ça soit la ligne extérieure du vibreur qui soit vraiment limite de piste, c'est-à-dire les 4 roues en dehors du vibreur. Ce qui n'était pas le cas, là c'était les 4 lignes de la première ligne blanche, et là les 4 roues en dehors de la première ligne blanche, et là c'est juste pas possible, parce que sur un circuit comme Losail, on roule à 230 km/h, c'est la limite celle du vibreur, c'est l'extérieur du vibreur, c'est pas la ligne blanche. C'est complètement con d'avoir mis la limite à cet endroit-là. Et en plus, donc au niveau des capteurs, ils n'arrivaient pas à capter correctement les pneus, donc il a fallu refaire une séance de 10 minutes le samedi matin, on va dire. L'avantage aussi de ne pas avoir eu de F2 F3, parce que sinon c'était pas possible de refaire une séance de 10 minutes, ça aurait été très compliqué. Et là déjà ça n'a pas été simple, parce que c'est 10 minutes avant une séance de qualif et avant une séance de course sprint. On a vu aussi les limites des formats course sprint, parce que là on se retrouve à avoir peu de temps en fait, et surtout pas de temps d'essai supplémentaire, ce qui est peut-être un problème aussi. Et puis on a eu les problèmes de pneus du côté de Pirelli, obligé d'imposer aux pilotes de ne pas faire des relais de plus de 20 tours. Et bon, Pirelli, qui en plus a été confirmé comme manufacturier de pneus pour les prochaines années. Il y avait Bridgestone qui était en contrat par rapport à Pirelli. Alors j'espère que le contrat de Bridgestone était vraiment haché, parce que sinon c'est du copinage.
Et je me dis, bon, Bridgestone, ils ont vraiment dû faire un projet pourri pour pas plaire à la FIA, si c'est le cas. Donc, mais bon, c'est un peu triste. Ce qui fait que ce week-end, on a plus parlé des polémiques que du sport. Je pense que c'était trop dangereux pour les pilotes. Voilà. Il fallait soit imposer une pause à mi-course, ou parce que là, on a vu beaucoup de pilotes tomber dans les vapes, quand même, dans les lignes droites. On voit notamment Lance Stroll, mais on voit d'autres pilotes aussi être en grande difficulté, ne pas réussir à sortir de leur voiture. Donc imaginons qu'on ait le même accident. Pardon, j'ai perdu mon stylo. Qu'on ait le même accident que Romain Grosjean, il y a des pilotes qui n'auraient pas pu sortir de leur voiture. Voilà, tout simplement. Donc en cas d'accident grave, c'est quand même problématique si la voiture s'embrase, que les pilotes soient tellement fatigués qu'ils ne peuvent pas sortir de leur voiture. Donc il faut imposer, je pense, des règles peut-être au niveau de limite de température, où au-delà d'un certain seuil de température, on ne peut pas courir. Peut-être un seuil de température et d'humidité, parce que on sait que c'est également un souci. Et puis certains pilotes ont dit, on a tenté d'ouvrir les visières, sauf qu'à Losail, c'est un circuit où il y a beaucoup de sable qui rentre sur la piste, encore plus qu'à Bahreïn, et ils ont dit c'était impossible, qu'il y avait trop de sable qui rentrait dans le casque. C'est Tsunoda notamment qui en a parlé. Mais on a évité une grosse catastrophe sur ce Grand Prix, vraiment. Et pas grâce aux règles de la FIA, mais grâce au talent des pilotes. On va revenir sur Suzuka un petit peu rapidement, 10 secondes sur le Grand Prix de Suzuka, le Grand Prix du Japon, sur le circuit de Suzuka. Et on a eu un petit peu la même hiérarchie. Alors As s'était bien qualifié, mais en course ça a été compliqué. Ça n'a pas été un Grand Prix très spectaculaire, malgré l'accident au premier tour, avec notamment Ocon qui était impliqué sur ce premier tour. Bon, Pérez est au fond du trou, et ça s'est encore confirmé avec ce Grand Prix du Qatar. Et puis la stratégie d'Alpine d'inverser les positions des deux pilotes, alors que ça n'avait pas d'intérêt parce qu'ils ne jouent pas le championnat. Là, j'ai pas vraiment compris, mais du côté d'Alpine, on a du mal à comprendre beaucoup de choses depuis quelques temps avec cette équipe. Et puis au top, McLaren et Leclerc aussi, qui a fait une course intéressante. Puis on a eu du mal aussi à comprendre la stratégie du côté de chez Mercedes, avec deux pilotes qui se sont bagarrés pendant tout le Grand Prix, et ce qui a permis à Carlos Sainz de gagner une position aussi. Bon voilà, c'est un petit peu dommage du côté de ces différentes équipes. Et puis un Lawson qui a encore été bon face à Tsunoda du côté d'Alpha Tauri. On passe à la note du Grand Prix du Qatar cette fois-ci. Eh bien 2 sur 20. 2 sur 20, pourquoi ? Parce que on a eu trop de problèmes externes qui ont perturbé le bon fonctionnement de la course. Alors oui, moi j'ai bien aimé avoir plus d'un arrêt au stand sur ce Grand Prix. C'est vrai que souvent les pilotes essayent de garder les pneus le plus longtemps possible. Là, c'est vrai qu'ils ont pu attaquer un peu plus. Ça, c'est vrai que c'est intéressant. Mais on a eu trop de problèmes externes. On aurait dû avoir des pneus qui tiennent la route. On aurait dû ne pas avoir tous ces soucis extérieurs. Et en plus, je pense que la course sprint ne marche pas à Losail. Voilà, c'est pas un circuit qui peut être intéressant au niveau de la course sprint. Déjà parce que la course de 2020 par exemple n'avait pas été très spectaculaire. Les qualifs sont spectaculaires à Losail. La course en elle-même, c'est très dur de dépasser sur ce circuit. C'est là aussi où c'est dingue du côté de Pirelli, c'est qu'on est déjà allé sur ce circuit, qu'on avait déjà eu des problèmes de pneus, et bis repetita en 2023. C'est-à-dire, vraiment, ils n'apprennent pas de leurs échecs. Pirelli, à ce niveau-là, c'est du talent. Mais voilà, le circuit est spectaculaire et physique. Bon, dommage, on y va, je pense, pas à la bonne période. Je suis très inquiet, c'est pour les pilotes moto qui vont y aller également en novembre du côté de Losail, donc ils y vont dans un mois, parce que avec des conditions climatiques qui sont plus chaudes qu'en mars, ça risque d'être problématique. Bon, on regarde tout de suite le bilan des Bleus. Eh bien, on va parler d'Alpine dans ce bilan des Bleus avec le Grand Prix du Qatar. Un Grand Prix où Pierre Gasly a été un peu plus en difficulté que Esteban Ocon. Dommage pour Esteban qui se retrouve en difficulté le samedi, alors qu'il avait fait des bonnes qualifications, mais le samedi il se retrouve percuté par Sergio Pérez
dans un sandwich avec également Nico Hülkenberg. Ouais, il ferme un peu. Alors, il sait pas qu'il y a 3 pilotes. Encore une fois, hein, Esteban. À ce moment-là de la course, il ne sait pas qu'il a qu'à côté de Nico Hülkenberg, il y a Sergio Pérez qui s'est infiltré. Mais bon, après, c'est un fait de course, mais c'est vrai qu'il referme un peu sur Hülkenberg sans savoir que derrière il y a Pérez et que ça peut faire un chamboule tout. Bon, voilà, dommage pour Esteban Ocon. Et puis le dimanche, par contre, bon Grand Prix. Voilà, il est offensif, hein, Ocon en ce moment. Déjà à Suzuka, voilà, bon, il est un peu plus vénère que d'habitude. Et il prend quand même 6 points, hein, Esteban Ocon, sur ce week-end de course. Voilà, il est devant les pilotes Alpha. Bon, il ne pouvait pas jouer avec Fernando Alonso ou Charles Leclerc, c'est dommage. Mais il fait quand même un bon Grand Prix, alors que les arrêts au stand n'ont pas été fameux du côté d'Alpine par rapport à d'autres équipes qui ont été bien plus performantes dans ce domaine. Du côté de Pierre Gasly, un week-end un peu plus en demi-teinte, hein, pas de points le dimanche, voilà, avec des problèmes avec les limites de piste, hein, pour Pierre Gasly, qui se retrouve derrière Sergio Pérez et derrière Lance Stroll. C'est dommage. Certes, il marque 0 points en plus le samedi, hein, parce qu'il se retrouve derrière Alonso 9e et il se retrouve donc le premier à ne pas être en possibilité de marquer des points. Donc voilà, week-end compliqué pour Pierre derrière Esteban en termes de rythme sur les différentes qualifs. Voilà, ça a été compliqué, voilà, tout simplement, sur la qualif du samedi, pardon, et puis même la qualif du vendredi soir. Bon, c'est assez serré et il est devant Q3, devant Q1. Mais en fait, le problème de Pierre, c'est qu'il a beaucoup de mal avec ses week-end sprints. C'est son vrai souci, et là on l'a encore vu. Il a du mal à évoluer pendant le week-end. Voilà, il se retrouve souvent en difficulté sur les courses sprint. Et là, c'est encore ce qui s'est passé pour le pilote français. Sinon, toujours une équipe Alpine Renault qui n'est pas en mesure d'aller chercher que ça soit Stone, que ça soit Mercedes, que ça soit les équipes de milieu de paquet. Ils sont pas en capacité en termes de rythme. Et ça, c'est un petit peu fatigant. Et vous voyez, j'en baille même. C'est fatigant parce que, voilà, encore une fois, du côté d'Alpine, on s'est raté cette année. Il faut bien le dire. Et on recule dans la hiérarchie. Donc, c'est une année mi-figue, mi-raisin, on peut même dire décevante du côté d'Alpine Renault cette année. On s'attendait à un peu mieux, voilà, du côté de cette équipe. Et puis il y a eu pas mal de turnover, l'arrivée de Bruno Famin, le départ de pas mal de personnes. On va voir comment ça va se goupiller l'année prochaine, parce que j'espère qu'il travaille déjà sur la voiture 2024, parce qu'il y aura besoin de faire des très belles choses en 2024 pour Alpine Renault. Il y aura surtout le besoin de redresser la barre et enfin d'aller chercher à la régulière, pourquoi pas des podiums, mais d'être beaucoup plus proche des top équipes, et surtout qu'il y a des structures qui vont encore mieux se former, je pense notamment à Aston Martin. Donc il faudra faire mieux du côté d'Alpine Renault. On passe tout de suite au pilote au top. On commence du côté des pilotes au top avec Max Verstappen, champion du monde. Champion du monde, Max Verstappen. Il rentre dans le cercle fermé des triples champions du monde. Pour moi, cette année, c'est sa saison la plus aboutie. Aussi, je pense par manque d'opposition. C'est vrai que Pérez a tenu encore moins longtemps que d'habitude. Mais il a surtout concassé Pérez. Quand tu vois comment il finit, Pérez, tu te dis waouh, c'est dur, hein. Et ça montre qu'il est au top, comme Hamilton quand il était au top et qu'il concassait Nico Rosberg, ou même Bottas après derrière.
C'est vrai que là, Verstappen, il a été intraitable, intraitable. Il a été aussi un peu casse-couille, parce que même quand il dominait, il en voulait toujours plus, mais ce qui permet aussi à Red Bull d'être encore dominateur lors du Grand Prix du Qatar, et de pas se retrouver à être champion du monde. Je pense qu'en fait, Verstappen ne voulait pas être champion du monde en finissant avec peut-être des 5e ou des 6e places. Lui, ce qu'il veut, c'est la gagne. Eh bien, il est champion du monde en gagnant le dimanche en plus, ce qui lui importait. Certes, il n'a pas gagné le samedi, mais il a gagné le dimanche et c'était important pour lui. C'est le premier champion du monde, je pense, à l'être un samedi, à part si je me trompe, où il y a eu des règlements différents du côté de la Formule 1 avec les qualifications. Et puis, surtout, il peut être fier du travail qu'il a accompli en cette saison. Certains, c'est sûr, vont dire il avait la meilleure voiture, voilà, il était vraiment au-dessus. Perez avait la même voiture, il n'a pas réussi à être aussi performant. Et puis surtout, il aurait pu presque avoir une lassitude, sauf qu'il est resté hyper concentré sur son championnat aussi, Verstappen. Et c'est pas simple quand tu surdomines depuis le début de saison de rester hyper concentré. Il n'a pas perdu de vue son objectif. Il n'a pas fait d'erreur cette année, Verstappen. Il n'a pas fait d'erreur de pilotage. Il est encore plus fiable, je crois, que les années précédentes. Il a vraiment commis aucune erreur. Est-ce qu'il arrivera à faire mieux, Verstappen? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Parce que cette année, il a été intraitable et il n'a pas fait d'erreur. Donc bravo, Max Verstappen. Voilà, tout simplement bravo, parce qu'il a fait du très bon boulot. Et ça, il n'y a pas beaucoup de mecs qui peuvent le dire. Qui peuvent dire, on a réussi à faire un aussi bon boulot que Max Verstappen. Donc non, il a été vraiment intraitable, Verstappen. Et sur ce week-end, encore une fois, c'est pas un week-end si facile que ça. Les McLaren sont très fortes, mais il arrive quand même à sortir son épingle du jeu, parce qu'il y a un gros travail aussi avec les ingénieurs. Il y a une grande confiance entre lui et les ingénieurs. Je crois que les ingénieurs ont confiance en lui parce qu'ils savent qu'il va tirer le maximum du matériel. Et lui, il a confiance envers les ingénieurs parce qu'il sait qu'ils vont se donner au maximum pour tenter de lui donner une bonne voiture. Je crois que ça, c'est pas toujours simple, mais je crois que c'est ce qui marche du côté de cette équipe. Donc il fait du très très bon boulot, Max Verstappen. Donc pour le moment, ça fonctionne très très bien. Est-ce que ça va continuer l'année prochaine? Est-ce que ça va continuer dans 2 ans, dans 3 ans? Ça, c'est difficile de le prédire. Mais bon, s'il est aussi intraitable que ça et s'il commet aussi peu d'erreurs, il va être difficile à battre en 2024. Deuxième pilote au top, Oscar Piastri. Alors, je le mets au top. Malgré tout, je ne dis pas que c'est un pilote vainqueur de Grand Prix. Le Grand Prix, c'est le dimanche, c'est pas le samedi. Oui, il a gagné une course sprint, mais ce n'est pas un vainqueur de Grand Prix. Quand certains m'ont dit « Ah, c'est le plus jeune, il a gagné des Grands Prix alors que Norris n'a pas gagné des Grands Prix », non. Il n'a pas gagné un Grand Prix, il a gagné une course sprint, c'est pas un Grand Prix une course sprint. Une course de 17 tours, c'est pas un Grand Prix. Très peu de Grands Prix qui ont fait 17 tours dans l'histoire. Bon, à part sur le Norddeutschleife, où ça devait être 14, je crois pour 300 km, ou le Grand Prix d'Australie, je crois de 92, 91. Non, ça va être 91, qui fait 16 ou 17 tours. Je crois, je sais même plus parce qu'il y a tellement de tours sous safety, sous drapeau rouge, qu'il n'y a eu quasiment pas eu de course où il y a le Grand Prix dire 17 minutes, je crois. Mais il faut bien le souligner que Piastri, depuis que la voiture est performante, il arrive extrêmement bien à s'en servir. Il a même un peu éteint Norris. Alors Norris, pourtant, on ne fait pas des mauvaises courses, mais il a un peu éteint Norris parce que c'est vrai qu'on voit que l'écart de performance entre les deux est pas si énorme que ça. Et c'est vrai que pendant très longtemps, Norris avait une sorte d'aura autour de son nom comme Tsunoda, pareil. C'est-à-dire qu'on disait, comme Tsunoda cette année, pendant toute la première partie de saison, on nous a dit « Ah oui, vous voyez, c'est le mec qui est le 3e pilote du plateau, le 4e du plateau. » Bon, quand on voit ce qu'il a fait face à Lawson, on se dit « Ah oui, c'est quand même pas si bien que ça. » Et Norris, face à Ricciardo, c'est vrai qu'on disait « C'est un super pilote, vous voyez, il fait quand même du très bon travail. » Face à Sainz aussi. Mais là, il se retrouve face à un adversaire qu'il doit normalement un peu dominer
et il ne domine pas, ça va nuire un petit peu à sa réputation parce que jusqu'à maintenant, il avait une excellente réputation et là, elle va en prendre un petit coup la réputation de Norris parce que Piastri fait du très bon travail. J'ai lu une interview de Mark Webber qui est son agent et qui a dit, il le compare à Alain Prost, Mark Webber. Je me suis dit, parce qu'il dit, il sait tout de suite s'adapter à la voiture, il a une intelligence pour savoir ce qui se passe en piste qui est assez dingue. Il disait de Piastri, parce que bon, il y a quand même aussi un talent de pilote, il a le talent pour devenir champion du monde. Et Mark Webber n'est pas passé loin d'être champion du monde, et il a quand même côtoyé Fernando Alonso en Formule 1, il était très pote avec Alonso, il a côtoyé Vettel. Donc, je crois qu'il sait comment fonctionne un champion du monde et surtout comment fonctionne un bon pilote. Et je pense que voilà, il sait ce qu'il a devant les yeux et c'est pour ça qu'il a décidé d'être son agent très tôt. Weber, parce qu'il a quasiment arrêté sa carrière, ensuite il est devenu agent de Piastri. Et il le suit depuis très longtemps parce qu'on le voyait sur les circuits en 2020. En F3 et pourtant en 2020 c'était pas facile d'aller sur les circuits, il fallait des passes et Weber vraiment était un homme important autour de Piastri et suit vraiment son pilote depuis très longtemps et voilà, il fait de l'excellent pilote, Oscar. Enfin, de l'excellent travail en tant que pilote. Je vais réussir à faire des phrases en français, j'ai un peu du mal aujourd'hui. Mais il a fait voilà, du bon job sur ce Grand Prix. Ça fait depuis l'Autriche, encore une fois, enfin pas l'Autriche, le Grand Prix d'après. Parce que l'Autriche c'était Norris, lui il n'avait pas encore les évolutions. Mais depuis qu'il a des évolutions sur sa voiture, la Grande-Bretagne, l'Autriche, il est performant. Je ne sais pas s'il a marqué plus de points que Norris sur cette période. Mais bon, c'est vrai qu'il a un peu éteint Norris. Norris, certains se disaient c'est le leader de McLaren, ça va peut-être lui permettre de rejoindre une autre équipe. Et là, on voit surtout qu'il fait de l'excellent travail. C'est voilà, très bien ce que fait Oscar Piastri, donc il peut être vraiment très fier de lui. Je termine avec Alfa Romeo. Bon week-end. Bon week-end parce qu'il passe pas loin de marquer des points samedi et surtout il marque des gros points dimanche. C'était 2 voitures dans les points, c'était pas arrivé depuis hyper longtemps pour Alfa Romeo. Donc c'est un circuit qui a bien fonctionné. Ça montre quand même que le châssis est pas si mauvais que ça, parce que c'est quand même un circuit où il faut avoir un petit peu de qualité sur la voiture, dans la portion rapide. Et on voit qu'ils sont pas très loin des Ferrari, notamment ce week-end, ils sont devant les Haas. Donc ça c'est excellent pour Bottas et pour Zhou, et puis surtout ça va faire un petit peu du baume au cœur pour cette équipe qui a une année 2023 qui est compliquée. C'est vrai qu'on parlait d'Alpine, c'est pas simple pour Alfa Romeo sur cette année 2023. On sent qu'on est dans une phase de transition avec Alfa Romeo qui va s'arrêter, enfin le partenariat avec Alfa Romeo qui va s'arrêter en fin de saison. L'arrivée de Audi qui n'est pas encore pour l'année prochaine, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir une période où ils vont s'appeler Sauber. Comment ça va se passer financièrement alors qu'ils sont vraiment en préparation avec Audi, notamment il y a une grosse préparation autour du moteur. Ils ont déjà commencé à travailler sur le moteur chez Audi, à le concevoir. Ça va être intéressant de voir comment ça va se passer pour cette équipe. Mais ça va pas être si facile que ça pour Alfa Romeo au niveau de l'argent, parce que voilà, ils vont se retrouver dans une situation un peu complexe. Mais bon week-end, donc il faut en profiter du côté des Italiens d'Alfa Romeo. On passe tout de suite au bonnet d'âne. On passe tout de suite au bonnet d'âne et je commence avec Lewis Hamilton. Week-end très compliqué pour Lewis Hamilton. Déjà contact lors du Grand Prix avec son coéquipier, c'est jamais vraiment terrible. On va pas se mentir. Surtout quand tu vois le rythme de Russell en fin de Grand Prix, tu te dis que s'il n'a pas ce contact-là avec Hamilton, il peut peut-être jouer le podium face à Norris. Or, c'est absolument impossible en perdant autant de temps avec ce contact. Et puis surtout, il y a eu déjà le Grand Prix du Japon où ça avait déjà été difficile pour Mercedes entre ces deux pilotes. J'ai peur que la situation ait changé entre Russell et Hamilton. Je pense que Russell va peut-être être moins gentil avec Hamilton.
Ce qui est un peu triste, c'est que jusqu'à maintenant, la relation entre les deux était plutôt très bonne. On n'avait pas eu de gros soucis. Sauf que je pense que Hamilton n'a pas très bien géré la situation de l'accident et que Russell va, je pense, pas apprécier du tout la manière dont a réagi Hamilton. Et je pense que ça peut changer un petit peu la donne des relations entre les deux. Jusqu'à maintenant, Russell avait toujours beaucoup de respect envers Hamilton. Et il y avait eu quelques petits problèmes, mais qui s'étaient réglés assez vite entre les deux. Là, j'ai l'impression que ils vont être moins sympas et ça peut nuire vraiment au travail d'équipe jusqu'à maintenant chez Mercedes où on travaillait très bien. Il faut le dire, parce qu'ils ont quand même réussi à faire des évolutions sur leur voiture en cours de saison, ce qu'elle soit plus performante, et peut-être que ça sera encore mieux l'année prochaine, une fois qu'ils auront maîtrisé le nouveau concept aéro et que la voiture sera prévue pour ce concept aéro-là, parce que cette année, c'est un peu une sorte de machine hybride de ce côté-là. Mais c'est vrai que là, Lewis Hamilton, c'est une erreur. Et sur un week-end où il n'a pas été dans le rythme, hein, parce que sur la course sprint, il n'est vraiment pas dans le tempo. Il n'a pas été dans le tempo pendant tout le week-end. Voilà, déception pour Lewis. Déjà que le Grand Prix du Japon avait été difficile entre les deux. Parce que c'est vrai que Russell n'avait pas vraiment apprécié de devoir laisser sa position à Lewis Hamilton et surtout de ne pas pouvoir se battre à la loyale avec Lewis Hamilton. Deux fois en 2 week-ends de course, des problèmes avec Hamilton, ça fait beaucoup. Et je pense que Russell, encore une fois, va devenir moins gentil. C'est vrai, jusqu'à maintenant, il était plutôt sympathique, hein, Russell, et ça va peut-être compliquer la tâche. Alors, je dis pas qu'on va se retrouver dans la même situation qu'avec Rosberg, je crois qu'on n'en est pas encore là. Mais bon, va pas falloir qu'il force trop quand même Hamilton, parce que ça pourrait basculer dans une situation à la Rosberg, et je pense que ce n'est pas ce que veut aujourd'hui Toto Wolff. Il l'avait dit, hein, de toute manière, la situation avec Rosberg sur la fin était vraiment difficilement tenable, mais vraiment. Et je pense que si Rosberg avait défendu son titre de champion du monde, ça aurait été mais alors très très compliqué de garder les deux dans la même équipe. Je pense qu'à un moment, ça aurait été impossible après 2017, le titre 2016, de garder les deux dans l'équipe. Mais là, je pense que ouais, il faut pas trop chercher Russell quand même. Il est sympa, mais jusqu'à un certain point quand même, George Russell. Et bon, je rappelle, c'est un mec qui est quand même sait gérer des championnats aussi, George Russell. Donc il sait, je pense, être assez intelligent pour savoir ce qu'il doit faire et ce qu'il peut faire face à Hamilton. Puis il faut savoir qu'au niveau de l'opinion publique anglaise, ça pourrait être problématique pour Lewis Hamilton, hein, parce que Russell, il est quand même très apprécié de la part des supporters britanniques. Donc une guerre entre les deux, ça pourrait être encore une fois compliqué à gérer. Je pense que Mercedes ne veut absolument pas ça. Après, la question pour Mercedes, c'est est-ce que vous tirez dans le jeune ou est-ce que vous tirez sur l'ancien? Pas facile de choisir. On poursuit avec Sergio Pérez. Que dire de l'année de Sergio Pérez? Il s'est fait broyer par Verstappen. Alors certains pensent qu'il va prendre sa retraite avant le Grand Prix du Mexique, enfin qu'il va annoncer sa retraite avant le Grand Prix du Mexique, ça fait partie des rumeurs. J'y crois pas des masses pour le moment, parce qu'il a quand même annoncé à plusieurs reprises qu'il avait un contrat avec Red Bull. Mais bon, la situation commence à devenir très très compliquée. La situation chez Red Bull n'est pas si facile que ça même, hein, parce que Helmut Marko est sur la sellette après ses propos sur Sergio Perez, et puis il y a eu d'autres dérapages du côté d'Helmut Marko. Il semblerait que les nouveaux patrons de Red Bull n'apprécient pas vraiment. Je rappelle que Dieter Mateschitz est mort et que donc Red Bull a changé un petit peu de gouvernance. Il semblerait qu'il était Dieter Mateschitz protégeait énormément l'équipe de F1. C'était lui qui avait eu l'idée d'acheter une équipe de Formule 1, alors qu'à l'époque, toutes les équipes de Formule 1 étaient liées à un constructeur ou étaient liées à un constructeur ou au moins à l'univers des sports mécaniques, ce que n'était pas Red Bull. Donc quand ils se lancent en Formule 1 en 2004, c'était la première situation comme ça. Alors, il y avait eu Benetton, et bon, Benetton n'existait plus, donc voilà, il est arrivé avec cette idée-là. Et c'est vrai que là maintenant,
on se retrouve dans une situation où Dieter Mateschitz avait toujours protégé ses équipes. C'est lui qui avait été recruté des mecs comme Christian Horner, comme Helmut Marko directement, personnellement. Sauf que ces mecs-là, ils sont plus à la tête de la structure Red Bull. Et on voit qu'on diversifie un peu plus ses activités. Et surtout, on a envie d'avoir une bonne image de marque. Et c'est vrai qu'Helmut Marko, c'est un petit peu un problème en ce moment pour l'image de marque. Et donc, on essayerait de le pousser vers la sortie, sauf que Verstappen a dit, s'il part, moi je pars également. Donc là encore, ça complique la donne. Et puis, encore une fois, la situation avec Pérez, qui est nulle part en performance, parce que son abandon lors de la course sprint, encore une fois, c'est pas de sa faute. Voilà, c'est un sandwich complet, c'est un fait de course. Mais ensuite, derrière, il est quand même en manque de performance depuis plusieurs Grands Prix. Il a rendu la tâche trop facile à Verstappen. On s'attendait à mieux de la part de Pérez. L'écart de performance en qualification est quand même abyssal. On est quand même aux alentours de la seconde entre les deux. On est sur de la Formule 1. Je rappelle qu'on reprochait à Gasly son manque de performance par rapport à Verstappen. Il y avait 6 dixièmes en qualif. On n'était pas à la seconde entre les deux. Là, on est à la seconde. Que ça soit Albon ou Gasly n'ont jamais eu cet écart de performance-là avec Verstappen. Et n'ont jamais été impliqués dans autant d'abandons, de crash que Pérez depuis 6 mois. Donc c'est là où ça commence à devenir un petit peu compliqué pour défendre Pérez. Parce qu'il y en a 2 qui ont été dézingués pour moins que ça. Alors oui, il a participé au premier titre de champion du monde de Verstappen. Mais cette année, non, il a participé à rien, il a servi à rien presque dans l'équipe. C'est Verstappen qui a fait quand même une grande partie du travail. Donc là, il va falloir trouver la solution, parce que je pense que sinon l'année prochaine, il va faire 4 mois, 5 mois, et puis il se barrera. Hein, et on le dégagera Manu Militari. Alors que Pérez partira. Donc il est dans une situation qui est compliquée. Je pense qu'en plus, là, il le sait qu'il est dans une situation compliquée, donc il a tendance à surpiloter et à être trop agressif. Donc ouais, la situation n'est pas simple. Il va falloir trouver une solution pour Coco. Mais ça va pas être évident du tout pour notre ami Sergio Pérez. Et puis je termine avec un dernier pilote du côté des bonnets d'âne, c'est Lance Stroll. Lance Stroll qui a encore fait parler de lui, mais il fait rarement parler de lui en bien avec sa séquence dans les stands lors des qualifications de vendredi. Où il s'en est pris violemment à un membre de l'équipe Aston Martin. En plus, la raison est... alors déjà, même s'il y avait une raison, on va dire, un peu plus intelligente que ça, j'aurais dit que c'était de toute manière inadmissible de la part de Lance Stroll par rapport à l'image qu'il renvoie et à l'image de la Formule 1. Mais encore plus... Quand tu connais la raison, c'est parce qu'on lui a demandé de se peser à un côté du stand et que c'est pas son côté habituel. Et comme c'est pas son côté habituel, il n'était pas content, il a fait un caca nerveux, il était à 2 doigts de bouder. En plus, son père il lui a refusé de lui acheter une glace à la vanille. Et ça, il était vraiment pas content. Voilà. C'est-à-dire que normalement, quand on a des pilotes de Formule 1, on s'attend quand même à un minimum de maturité dans la voiture. Et je pense que quand on n'est pas mature à l'extérieur de la voiture, c'est compliqué d'être mature à l'intérieur de la voiture. Et je pense qu'avec Lance Stroll, on a totalement un fils à papa qui croit que tout lui est acquis en ce moment, alors que non, tu dois te battre en Formule 1. Et tu dois te battre avec tes armes qui sont le pilotage, normalement. Et pas tes armes qui sont que je suis le fils de Papa Stroll. Là, ça commence à devenir quand même impossible de défendre Lance Stroll. Aujourd'hui, autant on pouvait le défendre 2020, 2021, tu vois, j'essaie de le défendre, autant là, putain, non. On ne peut plus le défendre, Lance Stroll. Là, son comportement est inadmissible. C'est pas possible d'avoir un comportement comme ça en Formule 1.
Enfin, il y a un moment, là, c'est absolument ridicule. Et puis bon, l'écart encore une fois de performance avec Alonso. Alors on est sur une piste qui convient très bien à Alonso, hein, parce qu'avec l'Alpine, il avait été ultra performant au Qatar. Je me souviens, il avait fait un Grand Prix exceptionnel, un week-end exceptionnel au Qatar. La précédente fois où on était allé sur ce circuit. Donc là, il a encore été performant malgré le fait que l'Aston Martin est quand même en retrait depuis quelques week-ends. Ils ont quand même maintenant de plus en plus de mal à aller accrocher les Ferrari et les Mercedes. Hein. Maintenant, c'est vraiment épisodique, ce genre de situation. Hein. Ils sont maintenant plutôt la 5e force du plateau. Mais il va commencer à se poser la question que si tu veux jouer un classement constructeur, tu ne peux pas le faire avec Lance Stroll actuellement. Et qui, en interne, je pense, qu'il est détesté par les équipes. Et que là aussi, si tu te retrouves à avoir la moitié de ton stand qui est braqué contre toi, ça va commencer à être compliqué pour Papa Stroll de ne pas le voir et de faire comme si ça n'existait pas. Et je pense que la gronde augmente de ce côté-là du stand, qu'on en a de plus en plus marre d'avoir Lance Stroll, alors qu'on se dit qu'on pourra avoir, je sais pas, Albon de ce côté-là du stand, qu'on pourrait avoir un autre pilote bien plus performant, voire même Daruvala, et surtout moins chiant. Ça, c'est le problème, c'est que c'est un pilote chiant, il a un comportement qui est inadmissible, et ça commence à peser. Voilà, hein, j'ai l'impression énormément. Bon, on va voir le futur du côté de Lance Stroll. Est-ce qu'il se lancera dans une carrière de tennisman ou est-ce qu'il participera au programme Endurance d'Aston Martin? C'est une grande question désormais autour de Lance Stroll. On passe tout de suite aux différents classements. On passe tout de suite au classement, différents classements. On commence par le championnat du monde pilote, donc avec Max Verstappen qui ne peut plus être rejoint avec ce titre, désormais 433 points pour Max Verstappen, c'est-à-dire plus de 200 points d'avance par rapport à Sergio Pérez. Pour le moment, son dauphin, mais ça reste assez serré quand même, hein, seulement 30 points d'avance sur Lewis Hamilton, et vous avez 11 points derrière Fernando Alonso. On retrouve ensuite Carlos Sainz dans un autre peloton avec Charles Leclerc et Lando Norris qui remontent quand même au championnat du monde. Lando Norris, il est passé notamment devant George Russell et 136 points. Et bien, vu le rythme en ce moment qu'a la McLaren, ça pourrait lui permettre, pourquoi pas, d'aller chercher cette 5e place du côté du championnat du monde pilote. 9e, Oscar Piastri derrière George Russell. Il a 83 points pour le moment. Lance Stroll est 10e. Il est 1 point devant Pierre Gasly et Esteban Ocon est 3 points derrière le pilote canadien. Donc ça va être là aussi un match intéressant pour cette 10e place du championnat du monde pilote. Alexandre Albon est 13e avec 23 points. Et puis on retrouve Bottas qui désormais a 10 points devant Nico Hülkenberg et Zhou. On passe toujours très dur à dire le nom du pilote chinois. On passe au championnat du monde des constructeurs désormais avec Red Bull qui est en tête avec 657 points devant Mercedes à 326 points. Mercedes qui a donc désormais 28 points d'avance sur Ferrari. Derrière, le match entre Aston Martin et McLaren s'intensifie. Il n'y a plus que 11 points d'écart entre les deux équipes. Donc avec McLaren qui a marqué énormément de points depuis l'Autriche. On retrouve ensuite Alpine, donc, qui est largué, qui ne fera pas mieux que 6e cette année au championnat du monde par équipe. Derrière Williams, Mercedes, Alfa Romeo qui remonte un peu, seulement 7 points d'écart entre les deux équipes. On va voir si Alfa Romeo va réussir à repasser devant Williams, surtout que chez Williams, c'est que Albon qui part que des points. As est 9e et AlphaTauri bonne dernière avec seulement 5 petits points marqués. Le prochain Grand Prix du côté de la Formule 1, on se retrouvera pour le Grand Prix des États-Unis à Austin, au Texas. Un circuit toujours très compliqué, le circuit d'Austin. Ça sera le 22 octobre, donc le week-end prochain. Et puis ça sera enchaîné ensuite avec le Mexique, Sao Paulo.
Las Vegas et Yas Marina qui sera la dernière course de la saison. On sera quasiment en décembre pour la fin de saison du côté de la Formule 1. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Production. Ciao ciao!